Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Osons changer l'école. C'est le défi que je vous propose de relever ensemble aujourd'hui, en cette fin de mois de septembre, synonyme de rentrée scolaire. Comme vous le savez, les laïcs ont pour objectif de faire de l'école un lieu d'émancipation. Un lieu où l'on pourrait former de jeunes citoyens libres, autonomes et responsables. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? La réponse du monde politique à ce défi est-elle en mesure de répondre à toutes nos attentes? Et en fin de compte, quelles sont les propositions des laïcs pour faire de l'école un lieu d'émancipation où ne régnerait pas uniquement l'égalité, mais aussi la mixité? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, qui sont tous les deux porteurs de réflexions et de projets pour changer l'école. Céline Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du centre d'études du CAL en province de Liège. Roland Lambeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur pédagogique de l'Athénée Paul Delvaux à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Alors, comme vous le savez, les laïcs se mobilisent depuis bien longtemps pour changer l'école. Et c'est en somme ce que nous propose de nous rappeler le Centre laïque de l'audiovisuel à travers ce petit reportage que je vous propose de regarder en guise d'introduction à ce débat. C'est un reportage qui retrace les 150 ans de la Ligue de l'enseignement, une des plus anciennes associations laïques de Belgique. On se retrouve juste après. C'est Charles Bulls, en collaboration avec un cercle culturel appelé la Libre Pensée, qui en 1864 furent à l'initiative de la création de la Ligue de l'enseignement afin d'organiser un enseignement obligatoire hors d'atteinte de l'emprise du clergé catholique. Il faut bien savoir que la deuxième moitié du 19e siècle est un combat où l'Église essaye d'imposer dans toutes les nations modernes ses règles, ses dogmes, ses impératifs, et qu'à côté de ça, il y a toute une série de personnes qui croient dans l'humain, dans le pouvoir de l'homme à décider de son propre sort, de s'émanciper, de réfléchir, de devenir autonome et responsable. Et c'est ce combat-là qui, en 1864, se localise sur le domaine de l'enseignement, domaine privilégié de l'Église à l'époque, et où les fondateurs de la Ligue en 1864 vont tenter d'implanter une autre réflexion qui va donner une véritable dimension à cet enseignement dans le sens d'une émancipation de l'être, d'une émancipation de l'homme. Alors que dans le temps, il s'agissait pour l'Église d'imposer ses vues à tout l'enseignement, ici, à partir de 1884, l'Église s'est mise à constituer son propre réseau d'enseignement, à faire la concurrence à l'enseignement public et à essayer de se favoriser et à défavoriser les autres, ce qui a donné lieu à deux grands conflits, celui qui se situe aux environs des années 84 et qui vont se prolonger jusqu'en 1900, 1910, même 1914 à la veille du premier conflit, et qu'on appelait la première guerre scolaire, et la deuxième guerre scolaire qui se situe après 1945, et puis il va y avoir le pacte scolaire en 1958, et là malheureusement, tous les défenseurs de l'enseignement officiel estiment que sur la base d'un pacte, la paix est assurée, il faut plus défendre. Mais de l'autre côté, on a considéré que le pacte, c'était un terrain d'envol à partir duquel les exigences allaient pouvoir s'additionner aux exigences. Et nous en sommes aujourd'hui à avoir dans la Constitution la notion d'égalité entre les élèves, les étudiants, les enseignants et les établissements scolaires. Dès sa création, en 1864, la Ligue de l'enseignement fut à l'initiative de nombreux projets éducatifs. Ouverture de l'instruction aux jeunes filles, cours de gymnastique, bibliothèques itinérantes et surtout un enseignement gratuit et neutre. Nous sommes ici devant l'école modèle qui a été inaugurée le 17 octobre 1875. C'est un projet de la Ligue de l'enseignement, c'est un projet tout à fait extraordinaire. Je vous propose de rentrer. Voilà, nous nous trouvons ici dans le préau central de l'école modèle. C'est une école donc qui a été construite par la Ligue de l'enseignement avec le soutien de quelques grandes loges maçonniques de l'époque qui nous viennent en droite ligne de la fin du XVIIIe siècle.
Et cette école se voulait une école modèle. Le but de la Ligue, c'est de perfectionner l'enseignement en Belgique. C'est également le fait de penser à une construction qui serait idéale. Tout a été pensé. La taille des locaux, le mobilier scolaire, jusqu'au costume des enfants qui a été dessiné par Charles Bulls lui-même. L'important, c'est également sur le plan pédagogique de développer les idées qui avaient été développées par Pierre Tempels dans un livre important qui date de 1865, qui s'intitulait « L'instruction du peuple ». Et dans ce livre, Pierre Tempels développe l'idée d'une pédagogie à la fois intuitive et active. Intuitive parce que les savoirs se construisent à partir de l'observation. Active, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement, quand on apprend, de recevoir le lait du passé, il s'agit d'apprendre à construire son propre savoir, construire sa pensée. Ainsi, depuis 150 ans, la Ligue travaille à propager et à améliorer l'enseignement. Alors, la Ligue de l'enseignement, à l'heure actuelle, en fait, s'inscrit dans ce qui a toujours été son combat essentiel, c'est-à-dire la défense essentielle de l'école publique et d'un enseignement qui soit neutre et laïque. Et nous avons comme objectif, depuis très longtemps, nous sommes quand même à plus de 50 ans du pacte scolaire, de le revoir. De revoir ce pacte scolaire qui nous semble obsolète. Et l'un des chevaux de bataille que nous avons envie d'enfourcher, et nous ne sommes pas les seuls, c'est la révision de la multiplicité des réseaux. Nous estimons au sein de la Ligue, et ce n'est pas nouveau, que la multiplicité des réseaux scolaires, et il y en a au moins 4, constitue finalement une dépense inutile. Et en tout cas, une multiplication des moyens, etc., ce qui n'est pas dans notre objectif. Nous avons toujours défendu cette option, et dès le départ, dès l'histoire, dès le début, nous avons lutté contre la mainmise de plus en plus forte, et nous le sentons encore actuellement, de l'Église. L'instruction ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Elle doit se poursuivre après. C'est pourquoi la Ligue de l'enseignement développe des formations complémentaires. L'éducation permanente apparaît toujours pour la Ligue comme étant un complément de la formation initiale. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la préoccupation de la Ligue pour l'éducation permanente, c'est développer, prend plus de place. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où l'enseignement s'est fort développé. On n'est pas du tout à l'époque pionnière, je dirais en 1864, où quelque part tout était à faire, ou pratiquement tout. Et donc c'est vrai, aujourd'hui, une partie importante de l'activité de la Ligue s'est recentrée sur des problématiques contemporaines, des enjeux d'aujourd'hui, et donc notamment la formation des cadres qui travaillent dans le domaine du non-marchand, que ce soit sur le plan de l'animation, de la pédagogie, la formation continuée des professeurs, mais également la formation de ceux qui travaillent dans le domaine social et dans le domaine culturel. La personne a pu écrire aussi des choses qui lui venaient, comme des messages qu'elle a reçus, bien, mal, se conformer. Aujourd'hui, l'éducation permanente, c'est une évidence parce qu'on ne peut pas se contenter de simplement étudier et d'être diplômé à 25 ans et puis de ne plus rien faire jusqu'à la pension. Donc c'est une nécessité absolue et la Ligue permet de faire cela. La Ligue édite aussi nombre de revues et réalise des études centrées sur les différents secteurs de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement a décidé d'éditer ces revues et études pour quelque part vulgariser toutes les problématiques sur l'enseignement, pour permettre aussi au public, à un public plus large, de connaître différents acteurs qui ont un rôle important dans l'enseignement et qu'on ne connaît pas toujours suffisamment, comme par exemple les éducateurs dans l'enseignement secondaire, les centres PMS qui ont parfois une très mauvaise image. Et donc notre objectif est de donner la parole à ces acteurs de terrain. Aujourd'hui, dans une ville comme Bruxelles, qui est une ville tout à fait multiculturelle, on a bien sûr une partie de la population d'origine étrangère qui est liée aux communautés européennes, à l'Union européenne, à la Commission, mais on a également une population qui est davantage d'origine ouvrière et qui est confrontée aujourd'hui à de gros problèmes d'intégration au niveau scolaire, mais plus généralement d'intégration au niveau social. C'est donc important pour la Ligue d'intervenir dans une problématique comme celle de la réussite de tous les enfants à l'école. La Ligue défend le principe du pluralisme
interculturel politique. Le principe de la tolérance, c'est le grand héritage des Lumières. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand enjeu sur le plan interculturel de développer une attitude de compréhension, je dirais, d'écoute, d'attention aux autres. Et donc aussi, bien sûr, une grande attention par rapport aux nouvelles formes de dogmatisme auxquelles nous pouvons être confrontés. Ainsi, depuis un siècle et demi, la Ligue se bat pour permettre à tous, sans exception, d'accéder à un enseignement de qualité, public et neutre. Céline Gérard, cette réflexion sur l'enseignement qui est portée par la Ligue de l'enseignement, vous la menez vous aussi au CAL en province de Liège. J'en veux pour preuve qu'à la veille des dernières élections, en mai dernier, vous avez réalisé un congrès, un colloque qui avait pour but de changer l'école. Enfin, c'était un de ses objectifs, mais quel était plus largement l'objectif poursuivi? Quel était plus largement l'objectif poursuivi par ce congrès? Nous avons effectivement organisé un congrès le 10 mai dernier, à 15 jours d'une échéance électorale. Il s'agissait pour nous, Centre d'action laïque de la province de Liège, de tirer la sonnette d'alarme, de mettre nos mandataires politiques face à leurs responsabilités. Il faut changer l'école, il faut oser une autre école. Alors certes, ce message s'adressait aux mandataires politiques, mais également à tout citoyen. L'école, c'est un choix de société. Elle est le résultat de choix politiques que nous faisons tous ou pas. Notre congrès, c'est également l'occasion pour nous de réaffirmer avec force notre projet d'école, une école de l'égalité, une école de la mixité. Le constat est connu, répété, martelé, notamment par PISA. Non seulement l'école transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires, mais elle les renforce, les accentue. Notre enseignement en communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles, est profondément inégalitaire, un des plus inégalitaires au monde. Alors quelles sont justement vos propositions pour qu'on sorte de là, pour qu'on avance et qu'on aille vers plus d'égalité, mais aussi, comme vous l'avez dit, plus de mixité? 4 propositions. Nos 2 premières propositions concernent la liberté d'enseignement, tout en se disant, tout en précisant que nos propositions s'inscrivent dans un cadre plus large qui est celle des revendications portées par le Centre d'action laïque communautaire et par le CEDEP, qui est le Centre d'études et de défense de l'école publique. 4 propositions. Les 2 premières, je disais, concernent la liberté d'enseignement. Chaque famille est libre de choisir l'école de ses enfants, c'est le libre choix. Chacun est libre de créer une école sous certaines conditions évidemment, c'est la liberté d'enseignement dans son volet organisationnel. On le sait, ces 2 caractéristiques contribuent à renforcer une logique de quasi-marché, une logique marchande, une logique de concurrence qui génère inégalité et ségrégation de notre enseignement. Ça veut dire que le libre choix est quelque part un risque? Oui, tout à fait. Donc, nos 2 premières propositions concernent cette notion-là. Pour nous, il s'agit de réinterroger cette notion de libre choix, première proposition, et de créer un réseau unique public gratuit d'enseignement. C'est notre 2e proposition, un réseau dans lequel, par exemple, le cours d'éducation citoyenne, d'éducation philosophique, d'histoire des religions trouverait naturellement sa place. Vous avez encore 2 autres propositions. 2 autres propositions. 3e proposition, abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. Les inégalités se manifestent tôt, dès la naissance. Il s'agit donc, elles commencent très tôt, dès la naissance. Elles se poursuivent, s'accentuent à l'école. C'est donc très tôt qu'il faut agir, dès l'enseignement maternel. Or, celui-ci n'est pas obligatoire et nous pensons qu'il devrait l'être. Donc ça veut dire quoi? Quel âge? Quel serait l'âge? 3 ans. 3 ans. Et une dernière proposition, dernière si j'ai bien compris. proposition, enfin, c'est développer la coéducation. La coéducation, c'est-à-dire cette relation de base essentielle entre les parents, l'enseignant, l'élève, cette relation famille-école. Il s'agit de travailler le dialogue, la communication, des synergies positives, cette complémentarité. Mais nous, la coéducation, nous l'envisageons également d'une façon plus large, en incluant dans la réflexion les partenaires éducatifs, les associations extrascolaires, les associations d'éducation permanente. Pour nous, l'éducation, c'est une responsabilité partagée qui nécessite une vision commune des valeurs, des objectifs communs. Alors, Roland Lambeau, l'Athénée Paul Delvaux, dont vous êtes le coordinateur pédagogique, est une école à pédagogie dite participative. Est-ce que c'est assimilable à ce concept de coéducation que vient de nous expliquer Céline juste à l'instant? Alors, c'est assimilable, mais bien entendu, nous sommes sur un terrain, je vais dire, limité à l'école, à l'établissement, ce qui n'empêche pas que nous sommes aussi à l'écoute d'ouverture, que ce soit vers les parents ou d'autres structures. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en secondaire, notamment l'ouverture vers les parents est très difficile à développer par rapport à un phénomène qui est
que les enfants arrivant en secondaire essayent vis-à-vis de leurs parents, entre guillemets, d'être plus autonomes, que donc la nécessité semble moins importante, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, nous faisons une démarche très forte pour cet accueil des parents. Les structures existent, mais je dois reconnaître que nous avons peu de participation au niveau secondaire. C'est bien dommage. Par contre, ce que nous développons pour la citoyenneté de l'élève, c'est le système scolaire où nous avons inclus un système participatif très développé qui est géré par toute une série de conseils auxquels les élèves sont intégrés, bien entendu. Combien d'élèves dans l'établissement? Alors, nous avons entre 430 et 440 élèves dans l'établissement. C'est vrai que l'établissement est limité par son infrastructure de bâtiment, mais également, je crois que ce type de fonctionnement ne doit pas dépasser une école de l'ordre de 500-550 élèves, vu que la structure se veut justement participative au niveau des élèves et demande une organisation très importante et une volonté aussi et des élèves et des professeurs, bien entendu. Alors, pour qu'on comprenne bien l'objectif poursuivi, en fin de compte, pourquoi avoir décidé de mettre en place cette pédagogie dite participative? Quels sont ses atouts, en fin de compte? Bien, notre logique, elle est très simple. Comme on demande actuellement au niveau pédagogique, en termes méthodologiques, que l'enfant soit constructeur de ses savoirs, nous lui demandons donc d'être participatif dans son apprentissage. Nous trouvons tout à fait logique qu'il ait aussi cette participation au niveau du fonctionnement de l'école. Et donc, non seulement on lui demande de participer aux cours, mais on lui demande de participer à l'organisation de l'école. Vous pouvez donner un exemple ou l'autre? Alors, un exemple très simple, c'est que nos élèves ont un conseil de la classe, c'est-à-dire la classe se réunit toutes les semaines sur 2 périodes de cours où ils ont l'occasion de faire une mise au point sur leur fonctionnement. Il y a toute une répartition de fonctions, de président, délégué, aide aux absents, etc. Ces fonctions, d'ailleurs, varient dans l'année. Chaque élève doit, entre guillemets, passer par ces fonctions, ce qui leur apprend déjà à prendre des responsabilités au sein de cette classe. Et suite à ce conseil, nous avons un deuxième conseil qu'on appelle le conseil commun, qui est un peu le parlement des enfants, enfin des élèves qui se réunissent par degrés. Donc là, on retrouve des regroupements de 200 élèves, où là, les présidents prennent la parole et relatent ce qui s'est passé. Et pour finaliser le tout, nous avons un troisième conseil qui est le conseil d'école, qui regroupe tous les présidents de toutes les classes, moi-même en tant qu'ordinateur et des professeurs invités. Et cet organisme-là fait le suivi des intentions qui sont émises dans les conseils de classe et donc permet à l'élève de suivre en réalité le projet non seulement au niveau du fonctionnement pédagogique, mais aussi du fonctionnement structurel de l'école. Est-ce que tous les élèves s'investissent de la même manière dans ce projet, ou est-ce qu'en fin de compte, ce sont malgré tout 2-3 têtes qui sont peut-être un petit peu plus volubiles, qui prennent plus de place et les autres suivent? Ou est-ce que vous arrivez vraiment à rassembler tout le monde dans ce projet? Alors, nous arrivons à... C'est clair que ça s'apprend, comme on dit, l'autonomie, contrairement à ce qu'on dit, elle n'est pas spontanée. Et donc, c'est un apprentissage qui se fait sur 6 ans. Il faut savoir que ce fonctionnement des conseils existe de la première secondaire jusqu'à la rhétorique. Et nous constatons, par le biais du fait que nous imposons quelque part par un système de tournante à nos élèves de passer par toutes les fonctions. Donc un élève, sur son année scolaire, sera au moins président de classe pendant 15 jours. Comme il sera aussi, par exemple, du service du rangement du local, comme il sera aussi du service délégué de la classe. Et donc, passant par toutes ces fonctions, chacun va faire un apprentissage et celui qui n'est pas habitué ou qui n'ose pas gérer un groupe, il va devoir le faire. Et le fait d'avoir vu quelques jours avant, quelques semaines avant son prédécesseur, c'est un apprentissage qui se fait, je vais dire, un peu par compagnonnage. Une dernière question avant de repasser la parole à Céline Gérard. On sait que cet établissement, je l'ai cité en introduction, se situe à Ottignies-Louvain-la-Neuve, au cœur du Brabant wallon, c'est aussi une cité universitaire. Est-ce qu'on peut imaginer que ce concept, cette méthodologie est réellement transposable partout en communauté française aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut malgré tout un minimum de prérequis pour que ça fonctionne? Moi, je crois que c'est transférable, je dirais, parce qu'on répond finalement à la 4e finalité du décret mission, qui est justement l'apprentissage de la citoyenneté, et on indique très clairement d'impliquer l'élève dans le fonctionnement de l'école. Donc matériellement, je veux dire structurellement, les données sont là. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème d'équipe pédagogique
problème de projet d'établissement, de volonté de l'établissement de mettre en place un tel système. Pour la petite histoire, quand nous avons mis en place ce système très participatif, certains professeurs nous disaient comment ils vont prendre du pouvoir. Et en réalité, ils se sont rendus compte que dans l'ensemble, les décisions étaient tout à fait très objectives et très bien rationalisées. Une anecdote éclairante. Céline Gérard, on sait nous avons un nouveau gouvernement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient de sortir sa déclaration de politique communautaire. Et dans cette déclaration, on se retrouve un point qui est fort mis en avant, c'est cette idée de pacte d'excellence pour l'école. Alors en deux mots, ou en plusieurs en l'occurrence, est-ce que ça vous semble aller dans la bonne voie? Des mesures intéressantes, certes. Je pense à 1 heure gratuite d'études dirigées dans l'enseignement fondamental. Je pense à l'engagement d'enseignants supplémentaires pour la remédiation, le travail relation famille-école. Mais on a un peu l'impression d'être face à un ensemble de petites mesures sans vision générale, sans réelle ambition. On a parlé d'1 heure d'éducation citoyenne dans les écoles officielles, mais pas 2. Un allongement de la formation des enseignants à 4 ans, mais pas à 5 ans, en tout cas pas dans un premier temps. Un tronc commun à 15 ans, mais pas à 16 ans. Je dirais peu d'informations également sur la mise en œuvre. On ne sait pas la manière dont les propositions vont se décliner. Pas d'informations sur les moyens budgétaires. Or, on sait que des économies devront être faites. Pas de propositions sur les causes structurelles qui génèrent les inégalités, donc cette logique de concurrence de quasi-marché, cette logique marchande. Donc je dirais, moi, pour conclure, une continuité d'une politique menée depuis plus de 20 ans, une politique dont on sait pertinemment bien qu'elle est largement insuffisante face aux enjeux auxquels notre école est confrontée aujourd'hui, des enjeux qui demandent une refondation totale de l'école, une école qui est centrée sur l'élève, sa réussite, son épanouissement, son émancipation, une école qui forme des acteurs que nous voulons libres, autonomes et capables de participer à une société que nous voulons plus juste et plus solidaire. Roland Lambeau, je vous voyais acquiescer pendant que Céline Gérard, vous partagez ces doutes, moi, je sens justement la formation des enseignants. En clair, je crois que l'intention de porter à 5 ans est excellente parce que nous constatons que les enseignants actuellement ont une très grande carence justement dans les notions de gestion de groupe. Un enseignant actuellement, s'il est en difficulté, ce n'est pas par rapport à la maîtrise de sa matière, c'est par rapport à la maîtrise de la dynamique de son groupe. Et tout ce volet-là a été complètement ignoré en général dans la formation des enseignants, si ce n'est quelques conférences qu'on leur donne sur tel ou tel sujet, voilà ce qu'est la dynamique de groupe, etc., alors que le pratique n'y est pas. Je me rappelle d'un temps, et je vais quand même rejoindre là aussi l'ouverture vers des associations de formation permanente, où la formation d'instituteurs, on obligeait les instituteurs à suivre un stage de formateur, de moniteur de centre et de plaine de vacances et d'aller sur ce terrain-là. Il y avait déjà une ouverture et puis c'est autre chose apprendre à gérer son groupe sans avoir la maîtrise de la matière, être sur un terrain. Donc je crois que tout ce volet-là serait intéressant dans la formation des enseignants, de ne pas oublier toute cette ouverture à la dynamique, qu'elle soit du groupe, qu'elle soit de la culture ambiante, etc. Et ça, j'espère que ça sera intégré dans le nouveau programme. Roland Lambeau, Céline Gérard, merci d'avoir partagé avec nous vos convictions, mais aussi vos doutes. On se retrouve tout de suite pour l'agenda. Comme chaque année, le Festival des Libertés revient pour rythmer notre automne. Cette année, les organisateurs ont choisi de nous interroger au sujet de l'obéissance et de la désobéissance. Un thème qui sera décliné au travers d'une programmation variée, comme toujours, avec des concerts, des expositions, des débats et son incontournable concours international du film documentaire. Le festival se déroulera du 16 au 25 octobre au Théâtre National à Bruxelles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.festivaldeslibertés.be. À l'occasion de son 50e anniversaire, la Fondation pour l'assistance morale aux détenus vous invite à une après-midi de conférences et de témoignages intitulée « Un demi-siècle en prison, état des lieux et perspectives ». Au programme, une séance académique en présence de Sonia Snaken et Philippe Marie, suivie du vernissage d'une exposition « Cicatrices à l'extérieur, chemin à l'intérieur ». Cet événement se déroulera le vendredi 3 octobre à la Maison des Associations Internationales
numéro 40, rue de Washington, à Ixelles. Les inscriptions se font sur Internet, sur le site www.smbg-famd.be. Voilà, c'est ici que se termine cette édition de Libre Ensemble. Dans 2 semaines, nous vous proposerons un entretien de Jean Cornille avec Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.